chers camarades, bonsoir à tous et à toutes. Alors, je pourrais faire une longue litanie des renoncements politiques, des promesses non tenues, des phrases de droite tenues par un gouvernement de gauche, mais on n'a franchement pas le temps. Donc j'ai décidé de faire autrement, de commencer mon intervention par deux promesses tenues ou en phase de l'être, ça changera un petit peu. La première, en phase d'être tenue en termes de promesses de la part du Parti Socialiste, c'est Manuel Valls qui l'a faite. Il y a quelques semaines, pour ceux qui s'en souviennent, c'était au Conseil national du Parti Socialiste, et il a dit à un brin goguenard, oui, la gauche peut mourir. Et sans faire de fausses polémiques au NPA, vu la dynamique, et le dynamisme et le zèle même qu'il met pour ça, on pense que c'est un objectif qui sera peut-être même atteint avant le quinquennat, c'est-à-dire qu'il aura eu la peau de cette gauche-là. Deuxième objectif, tenu cette fois-ci. C'est déjà plus rare. De François Hollande, c'est encore plus rare. Qui a une conférence de presse au mois de septembre, a expliqué aux journalistes, quand je suis arrivé, il y avait des déficits partout, la France était au bord du gouffre. Avant de rajouter, lui-même, et quelques jours après, cette fois-ci devant un parterre d'une centaine d'entrepreneurs, nous avons maintenant enclenché la marche en avant. Et je vous laisse méditer sur celui qui revendique le fait d'avoir passé une marche en avant, juste après avoir dit que la France était au bord du gouffre. Il a pris l'engagement d'être collé au fond. Ils sont collés au fond, la promesse est tenue. Ils sont englués au fond. C'est d'ailleurs plus une situation politique, c'est de la glu. On a un gouvernement qui est enlisé dans les différents bourbiers à travers lesquels la crise du capitalisme puise ses racines. Une crise économique, une crise sociale, une crise écologique, et puis maintenant une crise politique qui prend le dessus, indémêlable, qu'on ferait presque oublier les autres crises, pourtant elles existent, mais une crise politique qui prend le dessus parce que chaque jour a son rebondissement. Chaque jour, les boules puantes, chaque jour, une nouvelle affaire, chaque jour, un nouveau scandale. Alors aujourd'hui, ils ont trouvé 3 nouveaux Cahuzac dans les rangs de l'UMP. Pendant la semaine, on nous a amusé entre l'affaire Juillet-Fillon pour ceux qu'on suivi, hein, c'était passionnant quand même, chaque jour. Qui a poignardé l'autre, qui est Nabila? Franchement, on s'en fout royalement. Nous, au NPA, au cœur de l'appareil d'État, parce que c'est venu illustrer ça un peu plus, on savait depuis belle lurette qu'il y en a qui sont en effet payés pour conseiller une fois à gauche, une fois à droite, rester copains avec les uns, puis avec les autres. Et après, on s'étonne, on va faire des grands cours de civisme sur le fait que des millions de personnes ne font plus la différence entre la gauche et la droite. Et la faute à qui? Et si des millions de personnes ne font plus la différence entre la gauche et la droite actuellement, c'est sûrement pas parce que la droite aurait mené une politique de gauche quand elle était au pouvoir. On l'aurait vu passer. On ne fait plus la différence entre la gauche et la droite parce que cette gauche-là, à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, elle mène une politique toujours plus à droite. Alors il y a plein d'analystes qui nous posent la question, comment se fait-il que cette situation profite plus au Front National qu'à la gauche anticapitaliste? Bon, on part pas du même point de départ dans ce cadre-là. Il y a une radicalisation à droite de toute la classe politique, qui donne de la force aux idées de droite, aux forces de l'ultra-droite, et qui discrédite les idées de gauche. Et puis qui les discrédite salement. Parce que je peux vous dire que dans la classe ouvrière aujourd'hui, dans la jeunesse ou dans les quartiers populaires, pour beaucoup, la notion de gauche, ça ne veut plus dire grand-chose, et ça risque d'être durable. Et quand on rajoute à ça la corruption quasiment à tous les étages, on a compris ce qui est en train de se passer. Et alors là, dans les affaires, on a l'impression qu'on a affaire à un concours. Donc il y a le champion de toute catégorie, parce qu'il est toujours là, c'est Nicolas Sarkozy et ses casseroles. Genre de casserole qui ne stimule pas franchement pour aller cuisiner, mais plutôt pour postuler au titre de président de la République dans l'espoir d'obtenir l'immunité présidentielle. Quand on a choisi entre la tôle de Fleury-Mérogis et l'or de l'Élysée, évidemment, pour lui, le calcul, il a vite été fait, mais il n'est pas seul. On avait eu Cahuzac et ses comptes en banque, plus tous ceux qu'il a fait pousser au sein de l'Assemblée nationale. On a eu, pour ceux qui s'en souviennent, M. Thévenoud, qui était à la Commission des Finances. Alors lui, il ne pouvait pas payer ses impôts, il ne faut pas lui en vouloir. Hein. Il a dit qu'il avait la phobie administrative. Il aurait voulu, mais il ne peut pas, c'est une phobie administrative, il ne peut rien. On en a eu un récemment encore, il est beau au gouvernement, c'est M. Carrez, toujours à la Commission des Finances. Lui, il a eu des petits problèmes avec le fisc. Donc je vous dis ça parce que visiblement c'est à la Commission des Finances que tout se passe. C'est un peu leur quartier général, si jamais vous avez des problèmes. Postulez à la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, visiblement c'est là que ça se passe. Quand on a cette situation dont on discute tous et toutes, au boulot, dans la famille, au quartier, évidemment qu'on n'a pas simplement un pouvoir qui est discrédité. C'est les partis traditionnels qui sont discrédités. C'est les partis du système qui sont discrédités. Parce que le système lui-même est discrédité. Et dans les partis du système, nous on inclut le Front National. C'est-à-dire les partis qui postulent à devenir partie du système.
Les raisons qui aujourd'hui expliquent l'ascension du Front National pourraient parfaitement devenir, potentiellement demain, les raisons qui pourraient balayer le Front National de la scène politique en quelques semaines. Mais attention camarades, pour le meilleur ou pour le pire. Ça pourrait être aussi au profit d'un groupe radical encore plus à droite que lui. C'est déjà arrivé en Grèce. Parce que c'est les institutions qui sont discréditées. C'est la Ve République qui est discréditée. Alors avec Hollande, on nous avait prévenu que c'était le roi de la blagounette. Mais là, le canard enchaîné vient de sortir que vraiment, en effet, il avait le sens de l'humour. Il a sorti, c'est quand même merveilleux, qu'être président de la République, c'est assumer le fait d'être impopulaire. Alors si c'est ça, être président de la République, il faut lui dire, il est président, c'est sûr. C'est même le meilleur président qu'on ait eu depuis belle lurette. Parce que l'Élysée est devenu un château de sable. Et je vous dirais même que, dans la situation actuelle, quel que soit le locataire de l'Élysée deviendrait un château de sable. Parce qu'au-delà même des institutions de la Ve République, il y a une certaine idée de la représentation politique qui est en train de mourir. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Celle d'une classe politique où, aux yeux de tout le monde, on peut être dans un gouvernement un jour, partir dans le conseil d'administration d'une grande entreprise le lendemain, puis revenir au gouvernement, voire reprendre ses études pour devenir dirigeant d'une grande entreprise sans que ça choque plus personne, parce que c'est la politique business, métier, profession. Et tant que démocratiquement on n'empêchera pas en politique de pouvoir faire carrière, il y aura du carriérisme, il y aura des carriéristes, et il y aura de la corruption. C'est pour ça que dans ce contexte-là, quel que soit le locataire de l'Élysée restera un château de sable. Sauf si le locataire pense à une option un peu plus radicale, un peu plus autoritaire, voire totalitaire. Alors on n'en est pas là, c'est vrai. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire un tout petit lien entre l'impopularité du gouvernement et la répression dont on a tous parlé à cette tribune. Plus le gouvernement est fragile, plus il tape fort. On disait souvent, le libéralisme, c'est moins d'État social, donc plus d'État pénal. On est en plein dedans. On a un gouvernement, et Gaël l'a expliqué à juste titre, qui ne fait pas que sanctionner les syndicalistes dans la criminalisation du mouvement social. Il cherche à faire des exemples. C'est peut-être encore plus redoutable. À dire à tous nos collègues, attention, si vous pensez à résister, à faire grève, ne serait-ce qu'à l'ouvrir, il vous arrivera la même chose. Les mises à pied, les conseils de discipline, les licenciements, Gaël en sait quelque chose. Les révocations qui ne sont pas arrivées depuis 1953, Gaël en sait quelque chose. Les peines de prison pour nos camarades de la Confédération paysanne, avec sursis, soit, parce qu'ils s'opposent à l'usine des 1000 vaches, une usine d'agro-business. Les manifestations interdites. On avait déjà vu, là, cet été, au moment des manifestations pour la Palestine, avec le procès de notre camarade Alain Pojola, et d'ailleurs le parquet a fait l'appel, ça en dit long. Ce qui se passe actuellement avec la séquence de Rémi Fraisse, le procès de Gaëtan et puis tous les autres. Pourquoi? Parce qu'on a un gouvernement qui, à un moment donné, a décidé en effet de passer en force. Et quand on met un climat comme celui-ci, bien sûr qu'à un moment ou à un autre, ça dérape, entre guillemets, et ça a dérapé à Sivins, avec la mort de Rémi Fraisse. Et bien sûr que le gouvernement est coupable. C'est la faute de personne. C'est ça qu'on est en train de nous dire actuellement. Le gouvernement, il est coupable avant, pendant et après. Avant, parce qu'il y a eu 2 mois de tensions policières qui ont été orchestrées sur place par le gouvernement qui voulait tuer dans l'œuf la contestation. Pendant, là les camarades l'ont expliqué, mais là maintenant on a les dossiers, c'est con pour eux. Où on sait qu'au bout de 2 heures minimum, il y a un rapport médico-légal qui a fait le rapprochement entre la mort de Rémi et l'utilisation d'une grenade offensive. Et pendant 48 heures, ils ont menti à des millions de personnes, sciemment, en connaissance de cause. Coupables après, à nous faire croire que Rémi serait mort pour rien et de rien. Pour rien, ça c'est le député PS du Tarn, alors lui il y est allé, mourir pour ses idées, c'est un peu bête et stupide, hyper digne. On n'a entendu personne gueuler, dans le Parti Socialiste, j'entends. Et mort de rien, parce que finalement, là, à l'heure où on parle, c'est toujours la thèse de la gendarmerie nationale qui est retenue. Il est mort dans un tragique concours de circonstances. C'est ça qu'on nous dit. Ben, il n'est pas mort dans un tragique concours de circonstances. Rémi est mort parce qu'un garde mobile a lancé une grenade offensive avec d'autres sur un groupe de manifestants. Ce garde mobile n'aurait pas pu le faire sans l'aval, l'ordre d'un responsable d'un escadron, qui lui-même n'a pas pu le faire sans l'aval de la préfecture du Tarn, qui elle-même n'a pas pu le faire sans le ministère de tutelle. Ça n'existe pas. Il y a une chaîne de responsabilité, elle existe. Et c'est pour ça que c'est légitime. Et bon sens que ça fait du bien de voir des lycéens descendre dans la rue pour réclamer les démissions de Cazeneuve, parce que c'est bien ça dont il est question actuellement. Sa démission, ce serait juste un acte de salubrité publique, même si ça ramènera pas Rémi.
C'est bon de savoir qu'à la faculté du Mirail, aujourd'hui, ils étaient 1200 en Assemblée Générale pour obtenir la transparence et la justice par rapport à Rémi Fraisse. Parce que ce mouvement-là, plus efficace que tous les discours, il touche à un vrai tabou politique. Je dis ça parce que la mode est au tabou. Vous savez, quand on fait passer des sales mesures, qui en fait datent depuis 30 ans, hein, on nous dit « Ah, il y a les tabous en France, des gros blocages ». Ben, s'il y a bien un tabou, c'est bien la question du rapport entre la police et la population, et notamment dans les couches populaires, les quartiers populaires. Parce qu'au-delà des manifestants, on pourrait parler, c'était tout à l'heure dans les slogans, de Mouchine et Laramie à Villers-le-Bel, de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois, d'Aliziri à Argenteuil, d'Hakim Agimi à Grasse, j'en passe et des meilleurs, c'est-à-dire tous ces cas où la justice, bizarrement, met des années et des années à prendre des sanctions quand elle en prend, alors que de l'autre côté, il y a des comparutions immédiates. Ça, c'est un tabou en politique. Et il faudra l'aborder. Et l'aborder d'autant plus, je dirais, spontanément, que ça touche à la question de la crise politique. Parce que le gouvernement, peut-être mieux que nous, il a compris, en ce moment, qu'à la moindre contestation, il peut y avoir la fameuse étincelle qui peut mettre le feu à toute la plaine, parce que tout le monde connaît le mécontentement. Et du coup, la crise politique prend le dessus, y compris sur les autres crises, qu'on ne devrait pas oublier pour autant. La crise financière et économique, d'abord. On n'en est jamais sorti depuis 2008. Ils nous ont raconté des salades. La spéculation financière, elle se porte bien, merci. Les produits financiers, alors maintenant ça change de place, il faut un GPS pour s'y retourner, hein, parce que en gros, on ne fait plus comme avant. On parle d'ETF, d'OTC, c'est des produits financiers, qui circulent toujours plus vite sur le marché de la bourse, portés par des fonds, et leur montant a été multiplié par 3 en 3 ans. Vous dire que la finance se porte bien. C'est-à-dire que même en période de récession économique, quand on fabrique un peu moins de richesse qu'avant, voire quand on n'en fabrique plus du tout, le capital et les secteurs de la finance du capital s'arrangent pour s'approprier proportionnellement toujours plus de richesse pour, au minimum, je dis bien au minimum, maintenir leur rémunération, voire l'augmenter. Du coup, les dividendes des actionnaires, c'est-à-dire leur argent de poche, dans la valeur ajoutée, dans la création de richesse, elle est à 9%. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, en pleine crise financière. La part des dividendes des actionnaires, elle est de 12,5% dans la masse salariale, alors qu'elle était de 4% au début des années 80. Merci, la finance se porte bien. On a même des dingueries, des aberrations, des vraies dingueries. Les fameuses entreprises du CAC 40, on a un peu dans le collimateur, elles ont pu voir, par exemple, en l'espace de 2 ans, leur profit passer de 80 milliards à 48 milliards d'euros. Vous me direz, c'est que 48 milliards. Ça fait déjà beaucoup quand on ramène aux fameux déficits avec lesquels on nous culpabilise. Mais ça fait une perte. Et bien même dans ces cas-là, la rémunération des actionnaires, elle est restée stable à 40 milliards, c'est troublant. Sur les dernières années, la rémunération des actionnaires du CAC 40 est toujours à 40 milliards, même quand il y a 48 milliards de profit. Ça veut dire que le ratio est énorme. Plus de 80%. Et il n'y a pas qu'en France, aux États-Unis, c'est la même. Les Échos, par exemple, je vous conseille ce journal, a souligné le fait que Wall Street, là, récemment, avait accordé, pour ses plus grandes entreprises, 95% de ses profits à des actionnaires. Soulignant le fait qu'en 10 ans, le rachat des titres avait augmenté de 30%, c'est-à-dire la spéculation, quand l'investissement, lui, avait baissé de 50%. Ça veut dire que les capitalistes, ils sont même capables de faire grève, eux aussi. Mais ils font grève sur les investissements, pour être sûrs de stabiliser leur rémunération, parce que pour eux, c'est trop important. Et du coup, l'éditorialiste des Échos s'inquiète. Donc si même aux Échos, ils s'inquiètent, il faut peut-être en prendre la mesure. En disant la dernière fois que le S&P 500, c'est comme ça que ça s'appelle, on ne voulait pas, les grandes entreprises de Wall Street, a autant gâté ses actionnaires, c'était en 2007, à la veille de la plus grave crise financière mondiale. Vous savez, celle où on a vu les bulles spéculatives exploser dans nos 20 heures télévisées, souligner les contradictions du système capitaliste. Et bien c'est le retour des crises. C'est le retour des bulles. Sauf que ce n'est pas les bulles d'avant, c'est des nouvelles, encore plus explosives et mondialement déployées. Encore plus explosives, pourquoi? Parce qu'on a tous compris que l'endettement privé des banques est devenu l'endettement public, puisque c'est avec l'argent de nos impôts qu'on a renfloué les banques. À hauteur de centaines de milliards d'euros, centaines de milliards de dollars. Ces banques étaient vérolées par des titres pourris. Ils sont où ces titres pourris? Ben, ils sont partout maintenant. Et mondialement déployés, pourquoi? Ben, parce que même des puissances vers lesquelles le système capitaliste mondial lorgnait un peu dans l'espoir d'absorber un peu sa crise de surproduction, comme la Chine, parce que c'est un grand pays, il y a de la population, il y a de la croissance, ben, même ces pays-là sont concernés par la spéculation et par des nouvelles bulles qui peuvent exploser, peut-être dans le domaine de l'immobilier. Et en France, tous les choix du gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font qu'aggraver ces contradictions-là.
Les politiques d'austérité, d'abord, ça on les connaît. Vous écoutez Hollande, maintenant c'est la blague de Coluche sur le bon président. Coluche disait un bon président de la République, c'est celui qui dit aux Français expliquez-moi vos besoins et je vais vous dire comment vous en passez. Et ben c'est exactement ce que nous fait Hollande avec les politiques d'austérité. On fait la pâche à des millions de personnes, on bloque les salaires, on bloque les retraites, on augmente la fiscalité indirecte, du coup la population ne peut plus acheter ce que la société produit, donc ça alimente la récession économique, mais il y a pire. Il y a une posture idéologique qui disqualifie le gouvernement, qui est la fameuse politique de l'offre. Vous avez remarqué, Hollande, il parle que de la politique de l'offre, du matin jusqu'au soir. Sauf que quand on se penche sur l'état réel des entreprises industrielles elles-mêmes disent qu'elles ne souffrent pas tant d'un problème d'offre. Elles ont d'abord un problème de demande. Elles n'ont plus de carnet de commandes. La plupart des entreprises industrielles aujourd'hui, elles ont des marchandises qu'elles n'arrivent plus à écouler. Elles sont en surcapacité de production, c'est-à-dire le cœur de cible, je dirais, de la crise du capitalisme, qui est sa contradiction, pour nous, indépassable en tant que marxistes. Et qui dit crise économique, dit cette crise qui la suit comme son ombre, qui s'aggrave avec elle, celle qui est invisible en ce moment de la classe politique et des médias, c'est la crise sociale. À croire que la pauvreté n'a plus de visage dans ce pays, à croire que la précarité n'a plus de visage dans ce pays, à croire que le mal-logement est réglé, à croire qu'il n'y a pas des drames qui se nouent actuellement dans les couches populaires, et notamment pour les familles monoparentales qui ne peuvent plus vivre, à croire qu'on n'a pas des catastrophes sanitaires face à nous, en perspective. Parce qu'aujourd'hui en France, c'est plus une personne sur 5 qui renonce aux soins, faute de moyens. C'est une personne sur 3. Ça en dit long sur le fameux système de protection sociale et sur l'état de la crise actuelle. Et puis il y a ce seul chiffre qui résume à lui seul la mi-mandat d'Hollande, c'est-à-dire les 500 000 chômeurs de plus. 5 400 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Un demi-million de chômeurs de plus. L'équivalent d'une ville comme Lyon. Ils ont fait une ville comme Lyon, faite de chômeurs et de chômeuses, qui ont des noms, des prénoms, des vécus, des parcours, qui n'intéressent plus personne dans ce pays. Enfin là, j'y vais un peu fort. Parce qu'on ne peut pas me reprocher au gouvernement de mener campagne contre le chômage, puisqu'il le fait. Alors pas contre les licencieurs, hein. Pas contre les licencieurs de garde en Bretagne, pour ceux qui ont vu, la grande mise en scène, le grand spectacle. Les deux files des salariés de GAD, une à gauche, une à droite. Ceux qui sont gardés, ceux qui sont virés. Avec un badge, tu restes ou tu restes pas. Ils l'ont mis en scène, le fameux tri sélectif, sous nos yeux. Et le gouvernement, plutôt que de s'attaquer aux licencieurs, il a trouvé une autre méthode. Il va mener campagne contre le chômage en s'en prenant aux chômeurs eux-mêmes. Avec deux artistes à l'appui, Macron et Rebsamen. Alors Macron, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un homme politique qui n'a pas de tabou, justement, on en parlait, si ce n'est un peu son passé, c'est-à-dire dès qu'on redit qu'il a été banquier dans la banque Rothschild et qu'il est devenu millionnaire par rapport à ça, il s'énerve, il craque. Donc là, la dernière fois, il était impatient, j'en ai ras-le-bol qu'on s'attarde que sur 4 ans de ma vie. Avant, j'ai été 8 ans haut fonctionnaire d'État. Ça veut dire qu'en plus d'être homme d'affaires, c'est un grand bureaucrate. Merci, ça nous rassure vachement. Et ben Macron, lui, il pense qu'on peut renier sur les indemnités des chômeurs. C'est son vécu qui doit parler. Quand il y a une retraite chapeau de M. Mestralet, GDF Suez, 21 millions d'euros, on ne peut rien faire, désolé. Et puis il y a son complice, M. Rebsamen, alors lui, il a distillé du vrai venin, en expliquant qu'il y avait 350 000 emplois qu'il ne trouvait pas acquéreurs en France. C'est du venin, vous le savez comme moi, parce que ça, on sait que ça reste dans la rétine de beaucoup de monde. Entre ceux qui ont encore un boulot et ceux qui n'en ont plus. En disant quand même, les chômeurs, plutôt que de gueuler, feriez mieux de commencer par accepter le boulot qu'on vous propose. Il a menti sciemment sur les chiffres, confondant emploi vacant et offre d'emploi non pourvu. Emploi vacant, c'est une notion vague, mal définie. Les offres d'emploi non pourvues en France, elles sont dérisoires. Il n'y en a que 4%, c'est une goutte d'eau. La fraude à Pôle emploi, ramenée à toute la fraude de l'État, c'est 0,84%. C'est une goutte d'eau, c'est dérisoire. Par contre, il y a des tas de chômeurs dans ce pays, qui soit mal informés, soit culpabilisés, vont pas toucher leurs prestations ou pas l'entièreté de leurs prestations. Et ça, on estime que ça représente 12%. Mais on n'en parle pas parce qu'on ne parle pas de crise sociale. Et puis, il y a enfin la crise écologique qui, s'il n'y avait pas eu le drame du barrage de Sivens, aurait été complètement anecdotique, à croire que le gaz de schiste n'est plus d'actualité. Alors le gaz de schiste, pour ceux qui ont remarqué, c'est un projet en général qui sort par la grande porte et qui a tendance à revenir par la fenêtre régulièrement. Le nucléaire, plus question. Et puis, alors la grande boutade, la transition énergétique et le sommet climatique, puisque là, on n'est pas dans l'ambiance, mais sachez-le, d'ici la fin de l'année, il y aura un grand sommet climatique en France. Il est tellement grand, ce sommet, que ceux qui vont grimper ne vont pas vite être essoufflés.
Surtout que M. Macron, toujours lui, vous allez croire que je suis une fixette, propose de monter en autocar. Parce que dans la batterie de ses propositions, M. Macron, il propose de libéraliser l'autocar pour qu'il y ait plus de voyageurs sur les routes. Super bonne idée quand on connaît l'impact des transports publics en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pour ceux qui s'en souviennent, pour le transport marchandises, la libéralisation du service public du fret, c'est-à-dire des marchandises qui étaient sur les rails ou qui sont passées sur les camions, ça aboutit à 3,5 millions de camions supplémentaires tous les ans. C'est super écologique leur truc. Alors du coup, j'ai une petite citation, une petite devinette pour vous. Qui aurait pu dire la phrase suivante? Les patrons du secteur énergétique devraient être condamnés pour crimes contre l'humanité et contre l'environnement parce qu'ils bloquent la transition énergétique pour défendre leurs propres profits. Ça pourrait être du NPA. C'est pas d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas du gouvernement. Ça, c'est le responsable en chef, climatologue de la NASA devant le Congrès américain. Alors, faire en dessous, c'est un peu compliqué. Et bien le gouvernement, ils font franchement en dessous, ça ne les dérange pas plus. Donc la crise écologique, elle est pour nous. Quand on a ce degré de crise-là, qui a enraciné ce marasme, nous, NPA, ce qu'on vous propose, c'est de riposter. De riposter. D'abord, de recourber la tête, d'arrêter de courber les chines, de retendre un peu sa colonne vertébrale et de dire à maman, ça suffit. Il y en a beaucoup qui se posent des questions autour de nous. La résignation, pour nous, c'est pas un sortilège, sauf pour ceux qui l'acceptent. Et c'est important, oui, surtout en ce moment, qu'il y ait des courants politiques qui assument d'aller à contre-courant, de l'air du temps qui est pollué, qui est empoisonné, qui est nauséabond, où en fait le discours politique ambiant, c'est de rendre coupables les victimes de la crise économique, les chômeurs, les immigrés, les salariés, j'en passe et des meilleurs. Et puis le retour de l'ordre moral. Oh, ils ont même voulu interdire une exposition de Titeuf sur le zizi sexuel. Je n'invente rien, il y a eu des pétitions et des rassemblements. C'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est deux choses. D'abord, défendre nos propres solutions pour sortir de ce marasme. En arrêtant de demander aux politiciens professionnels de le faire pour nous. Et du coup, alléguer, c'est défendre ses propositions nous-mêmes. Je pense que trop longtemps, on s'est reposé sur les politiciens en disant quelque part, pour ceux de gauche, entre guillemets, c'était nos avocats. Ils feront nos plaidoyers, ils feront nos plaidoiries. Puis il n'y en a pas qui se rendent compte que finalement, ce n'est pas des avocats, c'est nos juges. Ils en font partie. Il n'y a pas d'autre solution que de défendre nos propres propositions, celles qui existent, celles qui naissent de nos combats quotidiens, sur des questions d'écologie, sur des questions sociales, économiques, démocratiques, écologiques. Abandonner le gaz de schiste. Arrêter les projets inutiles, même quand ça remet en cause les intérêts de la compagnie Gasconne de l'eau, à Sivens. Quand ça remet en cause les intérêts économiques de Vinci, pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à Nantes, ou quand ça remet en cause les intérêts du groupe Rami pour l'usine des 1000 vaches, parce que quand on est écologiste conséquent, on est forcément anticapitaliste. Il faut remettre en cause les intérêts de ces groupes-là. Sinon, on s'arrête à la moitié du chemin. Nous, ce qu'on propose, c'est d'exproprier les intérêts capitalistes du secteur énergétique, qu'on protège ce secteur de la loi de l'offre et la demande, en faisant un service public unique, parce que c'est le seul moyen de pouvoir sortir du nucléaire, et en même temps de lutter contre le réchauffement climatique. Sur les questions sociales, là aussi, on a un plan d'urgence, fait de partage du temps de travail et de partage des richesses. Parce que si on ne se pose pas le problème, nos dominants, eux, ils ne se le posent même pas, ils le pratiquent. Partage des richesses, c'est l'augmentation des salaires, un vrai tabou en politique. D'augmenter les revenus au minimum de 300 € net par mois, parce que les camarades de Royal Monceau et d'autres ont prouvé que c'était possible. Alors la camarade ne l'a pas expliqué, mais pour s'être rendue sur la grève, quand même savoir pour la petite histoire que les salariés gagnaient en un mois moins qu'une nuit de la chambre la moins chère de cet hôtel de luxe. Comme quoi des richesses là-bas, comme partout, il y en a. Et puis si on n'augmente pas les salaires, je vais vous dire quelque chose. Il y en a en haut, ils s'en occupent pour nous. C'est Hollande. Parce qu'Hollande, quand à son dernier rendez-vous, il a expliqué, il faut de façon pérenne diminuer les cotisations sociales. Il nous dit quoi? Il nous dit on va bloquer les salaires. Parce que les salaires, c'est pas que le salaire net, c'est le salaire socialisé, et ensuite il y a le capital. Quand on rogne les cotisations sociales, c'est le capital qu'on demande. Partager le temps de travail. Parce qu'avec la loi d'interdiction des licenciements, c'est le seul moyen de lutter efficacement contre le chômage. Travailler moins à l'intérieur des boîtes pour que tout le monde à l'extérieur ait un emploi, ça passe par une réduction radicale du temps de travail. Sur les questions économiques, casser un tabou. Toutes les politiques d'austérité, elles sont nées au nom d'une mystification, l'endettement. Les déficits qu'on ne nous explique même pas, ils existent, donc il faut se serrer la ceinture. Et vous savez, les déficits, dans le monde entier, c'est un marché extrêmement juteux. À coup de taux d'intérêt, il y a des fonds qui spéculent et qui gagnent beaucoup d'argent.
Et tant qu'on laissera la possibilité à ces fonds de pouvoir spéculer sur les déficits publics, eh ben, il y aura des déficits publics parce que c'est un marché beaucoup trop important. Et nous, on a une paire, ce qu'on propose, c'est de virer tous les vautours du capital, tous les vautours de la finance, du secteur du crédit et de la banque, en mettant un service public et le monopole de l'activité, en arrêtant de rembourser les intérêts de la dette, là, tout de suite, maintenant, et en réclamant une enquête publique pour savoir qui crédite qui, comment, sur la dette publique. Ce serait l'occasion démocratique d'avoir le contrôle et de constater l'illégitimité de cette dette qu'il faudra pour nous annuler. Et puis ce sera revenir sur des lois françaises ou européennes. Françaises, elles datent de 1973, européennes, elles sont dans tous les traités existants, qui imposent, je dis bien qui imposent par la loi en état endetté, d'emprunter auprès des marchés financiers. C'est-à-dire que là, à cause de la loi, un État endetté n'a pas le droit d'emprunter auprès d'une banque publique. Alors vous me direz, c'est pas la moindre des contradictions de la construction européenne, parce que pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez peut-être vu que la Commission européenne part en guerre contre les paradis fiscaux. Commission européenne dirigée par l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui va lutter contre les paradis fiscaux. Où ça? En Luxembourg. Bah voyons, au cas où on n'ait pas compris ce qui est en train de se passer. Et puis sur les questions démocratiques, là aussi il y a des mesures importantes à prendre. Et je pense notamment aux questions de discrimination et aux questions de racisme. Alors oui, en France, il y a un gros problème. Et le gros problème en France, c'est pas l'immigration, parce que pour nous, l'immigration est une chance. Et on l'assume, et on est fiers de le dire. Le seul problème en France, c'est le racisme. C'est un Front National à 25%. C'est dans le sillon de l'ascension du Front National des groupes nazis, néo-fascistes, qui reprennent le pavé impunément et qui donnent le coup de poing. Ce qui est la honte en France, c'est d'avoir une classe politique qui court après l'idéologie du Front National et qui la met en partie en application. En démantelant le camp des Roms, par exemple, sans qu'il y ait plus de réaction que ça. C'est ça le gros problème. Alors face à ça, ouais, faut qu'il y ait au moins quelques courants politiques qui assument fièrement d'être antifascistes et antiracistes. Antifascistes au point d'aller manifester contre le congrès du FN à Lyon. Antiracistes au point d'être solidaires de la marche des sans-papiers qui se tient actuellement à Rome, pour réclamer l'égalité des droits intégrale, la liberté de circulation, l'ouverture des frontières, la liberté d'installation, le droit de vote des immigrés et la régularisation de tous les sans-papiers, et pas au cas par cas. Alors cette proposition, ce plan de mesures d'urgence, il existe. Ce sont nos solutions. Et la deuxième et dernière proposition, c'est que du coup, ces solutions-là, on vous propose de les défendre nous-mêmes. Nous-mêmes. Et on a un terrible problème. Un problème majeur. On a un terrible adversaire quand on veut appliquer ces solutions-là. Il y a un très beau documentaire qui va bientôt sortir de Carmen Castillo, qui célèbre précisément la mémoire de Daniel Ben Saïd, où il y a une scène absolument géniale d'un syndicaliste bolivien qui a participé à une grande insurrection contre la privatisation de l'eau et qui a dit « Dans notre combat, notre principal adversaire, c'était pas le gouvernement, on s'est trompé. Notre principal adversaire, c'était pas les multinationales non plus. C'était même pas les banques. C'était même pas l'impérialisme. Le principal adversaire, c'était nous-mêmes. La peur de nous-mêmes. Le manque de confiance en nous-mêmes. C'est cette confiance qu'il faut retrouver. Et pour ça, on voit rien d'autre que des lieux de convergence sociale et de rassemblement politique pour le faire. De convergence sociale, ce sera le cas entre autres de la manifestation de samedi qui partira à 14h. On ira remanifester avec ceux et celles avec qui on avait manifesté le 12 avril. Contre le budget, pour défendre la sécurité sociale, contre la politique du gouvernement. Parce que ça a un sens de donner la voie de la convergence possible. On le fera le 18 aussi. Il faut donner un point d'appui à nos luttes locales pour gagner, parce qu'on peut gagner. Et parce qu'il y a un sens politique dans ces luttes-là. La politique a horreur du vide, camarades. À chaque fois qu'on laisse le pavé vacant, d'autres l'occupent à notre place. Et notamment l'ultra-droite, l'extrême droite. Et on a vu à quel point c'était pénible de les voir défiler sous les RRO. Et à quel point c'est plus utile d'avoir des cortèges salariés du mouvement ouvrier de gauche défiler contre le gouvernement plutôt que des cortèges de droite. Du coup, c'est un appel solennel et fraternel qu'on lance aussi au restant de la gauche radicale, pour l'appeler comme ça, s'il faut l'appeler comme ça. Parce qu'il paraît, d'après les brillants analystes, que le problème entre le FN et la gauche radicale qui expliquerait le petit écart, c'est que la gauche radicale ne postulerait pas assez à 2017. Bah nous, on pense que dans la gauche radicale, il y en a qui postulent un peu trop à 2017, et qu'il ferait mieux de postuler à ici et maintenant, un petit peu plus, et à assumer et à revendiquer le fait qu'on souhaite que ça craque avant 2017, parce que ça peut craquer avant 2017. Simplement, il faut que ça craque bien. Et pour que ça craque bien, il faut militer, assumer, revendiquer qu'on souhaite qu'il y ait quelque chose qui bouscule le jeu traditionnel.
Et à part le fait qu'il y ait l'irruption de centaines de milliers de personnes sur la scène sociale et politique pour reprendre confiance dans leur propre force, on ne voit pas quoi faire. D'autant plus que c'est possible. Rien n'est inéluctable. C'est une bataille politique et assumée en tant que telle. En tous les cas, c'est le sort qu'on réservait à tous les gouvernements de droite, ou qu'on cherchait à réserver à des gouvernements de droite à chaque fois qu'ils étaient là. Et pourquoi on ne le ferait pas pour ce gouvernement qui mène la même politique, puisqu'on est plein à le dire en ce moment. Ce ne serait pas croire à ce qu'on raconte. Et puis ce sera ma conclusion. Les lieux de convergence sociale, ça ne suffit pas. Il faut des lieux de rassemblement politique. Le NPA, c'est son projet. C'est pour ça qu'on vous propose de militer avec nous pour tenter, je dis bien tenter, de tenir tête aux politiciens, aux dominants en général. Mais d'au moins de faire quelque chose. De participer humblement à un projet plus global, qui consiste à vouloir rassembler, fédérer toutes les forces anticapitalistes, tous les militants anticapitalistes, tous ceux qui veulent se débarrasser de ce monde de dingue, parce qu'il crée la guerre, le chaos, le racisme, et qui veulent inventer autre chose. Et des militants sincères, il y en a au-delà de nos rangs, il y en a au front de gauche, il y en a à la lutte ouvrière, il y en a chez les libertaires, il y en a dans les syndicats, dans les collectifs, sans parti, quitte à être un peu provo. Il y en a même dans une nouvelle génération militante, peut-être, qui est en train de voir le jour, et qui croit plus trop au parti pour dire soft. Ça veut dire qu'on est condamné probablement à inventer un nouveau type de représentation politique, qui soit, et là on a des billes, qui soit à l'image du projet de société pour lequel on se bat, la vraie démocratie, celle où la politique serait déprofessionnalisée, celle où il y aurait l'interdiction du cumul des mandats, où il y aurait la rotation des mandats, où on pourrait révoquer ses élus quand ils ne respectent pas leur mandat, où on plafonnerait la rémunération des élus. Parce que quand on est élu, il n'y a pas de raison qu'on gagne plus d'argent que ceux qu'on est censé représenter. Et ça passe par construire un outil ici et maintenant, une force politique, où pour reprendre l'image d'un syndicaliste anarchiste de la CGT du début du siècle dernier, Émile Pouget, se débarrasser un maximum des intermédiaires en politique. D'auto-représentation, parlez nous-mêmes, sur la base d'un plan d'urgence dont je parlais, sur la base aussi d'une espérance que notre société est possible. On pense au NPA, qu'on doit, qu'on peut, on revendique le droit d'inventer une autre société que cette société-là. Une société où démocratiquement l'humanité estimerait ses propres besoins pour établir la production simplement après coup, sur la base d'un contrôle populaire, possédé par la population elle-même. Qu'on appelle ça le socialisme, l'autogestion libertaire, pour ma part, j'appelle ça toujours le projet de société communiste. Mais peu importe le nom, ça passe par une rupture révolutionnaire. Et donc, mon mot de la fin, ma citation, puisqu'en tant qu'internationaliste, nous aussi, des frissons, on en reçoit. On en reçoit quand on t'écoute, quand on se sent solidaire des camarades qui mènent la révolution en Syrie contre l'État islamique et contre la dictature d'Assad. On reçoit aussi des frissons quand on va manifester aux côtés des Kurdes de Kobané, qui mènent aussi une sacrée lutte de résistance actuellement. Et puis il y a eu aussi du côté du Burkina Faso une vraie révolte populaire. Et il y en a eu des révoltes dans ce pays au Burkina Faso, dès 1916. On a eu la commémoration de la Première Guerre mondiale. En 1916, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont résisté à l'enrôlement de force des forces militaires françaises. Et puis il y a un révolutionnaire, Thomas Sankara, qui a été assassiné en 1987, et il y a pas mal de jeunes manifestants qui portaient ces t-shirts là, dans ce qu'on a vu actuellement. Il disait la chose suivante sur la révolution: on ne fait pas de révolution pour se substituer simplement aux anciens potentats renversés. On ne pratique pas la révolution sous une motivation vindicative sur le thème « au toit de là que je m'y mette ». Ce genre de mobile est étranger à l'idéal révolutionnaire. Et c'est vrai que pour nous, l'idée de changement, c'est pas simplement changer les uns pour les remplacer par d'autres, c'est tout changer. Et tout changer, c'est ce qu'on vous propose de faire tous et toutes ensemble. Je vous remercie.